Et nous sommes en ligne avec Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurence. Bonjour Mathieu Hauck à mes côtés en studio, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurence, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Forcément avec vous, on revient sur ce lendemain de sommet Poutine-Trump et cette question qu'on a posée à nos auditeurs, est-ce que l'Europe a les moyens ou pas de maintenir la pression sur Vladimir Poutine? Les dirigeants français, allemands et britanniques vont se réunir à 15h là tout à l'heure en visioconférence. Ils vont réunir les pays de la coalition des volontaires, des alliés de Kiev. Faut rappeler que cette coalition regroupe la plupart des grands pays européens, l'OTAN et des pays non européens comme le Canada. Est-ce que, honnêtement, cette coalition a de l'influence ou pas? Je commence par vous, Nicolas Corato. Écoutez, elle en a un peu plus que l'Union européenne d'il y a 5 ans ou 10 ans. Même si on le voit aujourd'hui, l'Union européenne est très isolée dans ce schéma diplomatique. Mais la situation dans laquelle nous sommes, dans laquelle est l'Union européenne, n'est pas nouvelle. Elle n'est pas liée uniquement à l'arrivée de M. Trump au pouvoir. Ça fait des années que les États-Unis disent à l'Europe que l'Europe n'est plus leur zone stratégique prioritaire dans le monde et que leur priorité géopolitique, c'est le containment de la puissance chinoise. Et M. Trump, finalement, n'est qu'un président qui dit les choses alors que peut-être les autres était beaucoup plus poli ou beaucoup plus diplomate. Mais la position américaine n'a pas changé. Elle s'est simplement radicalisée, elle s'est solidifiée, elle s'est consolidée. Et ça fait longtemps que l'Union européenne devrait savoir et aurait dû savoir qu'elle était seule face à la menace russe, puisque l'objectif des États-Unis, c'est d'empêcher à tout prix l'alliance de la Russie avec la Chine. Quand on a dit ça, effectivement, je dirais que les Européens sont au pied du mur. Ils auraient pu l'être il y a bien longtemps. Ils ont pris du temps, ils ont pris du retard. On peut donner quand même créance au président de Macron d'avoir sonné le signal d'alarme le plus tôt possible et peut-être l'un des premiers en Europe. Bref, nous y sommes. Est-ce que nous sommes prêts? Non. Et est-ce que nous devons désormais avoir les décisions qui sont je dirais, en accord avec nos objectifs de souveraineté, oui. Mathieu, on fait réagir l'Europe sur la touche, encore des moyens ou pas, de pression? Alors en fait c'est simple, il faut regarder en fait que pèse l'Union européenne sur l'échiquier international et que pèse l'Union européenne face à la Russie. Et quand on regarde aujourd'hui les grands indicateurs, qu'ils soient économiques ou militaires, on voit qu'ils sont pas bons par rapport à la Russie. On prend quelques exemples. L'Union européenne veut faire effectivement des sanctions économiques, comme l'a rappelé Nicolas Corato, parce que c'est notre seul instrument, on va dire, pour agir contre la Russie. Mais l'Union européenne le poids de l'Union européenne dans le PIB mondial a reculé d'année en année depuis 2008. On est passé de 16 000 milliards d'euros du PIB donc européen dans les 60 milliards du PIB mondial à aujourd'hui 21 milliards sur un PIB beaucoup plus important. Donc on voit bien que le PIB aujourd'hui européen qui est de 20% dans le poids du PIB mondial a reculé, le poids de l'Europe a reculé. Donc quand on a un poids qui recule et que la Russie peut commercer avec d'autres pays, donc que ce soit évidemment les pays du Sud ou même les États-Unis, si Donald Trump et Vladimir Poutine parviennent à un accord, on voit bien que l'Union européenne est un sujet qui est beaucoup moins important pour la Russie qu'il ne l'était auparavant. Et puis de la même façon, sur le côté militaire, la Russie, il faut le rappeler toujours, on peut tenter de faire pression et c'est légitime de le faire, mais la Russie a autant de chars que tous les pays européens, Royaume-Uni compris. La Russie a autant d'avions que tous les pays européens, Royaume-Uni compris. La Russie a quasiment la même puissance en termes de nombre de vaisseaux maritimes que l'ensemble des pays européens, Royaume-Uni compris, alors que le Royaume-Uni et la France sont des puissances maritimes de premier ordre. Donc à un moment donné, même si le matériel n'est peut-être pas au même niveau qualitatif que les pays européens, en termes de parité militaire et en termes de poids économique, l'Europe a tellement reculé depuis des années que elle est hors jeu et qu'elle n'a pas les cartes, si on reprend l'expression favorite de Donald Trump, pour faire plier Vladimir Poutine d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour cela qu'elle a été absente sur le dossier ukrainien depuis plusieurs mois et depuis du coup le sommet Alaska. Alors on l'a entendu, Zelensky va être reçu demain, donc à Washington par Donald Trump. Il est sous pression, ça c'est plus que sûr. Est-ce qu'il a encore les moyens, lui aussi, de résister entre gros guillemets, ou est-ce qu'il va faire des concessions ou pas? Bon, il n'y a pas de boule de cristal, mais qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Corato? Je dirais que Zelensky, c'est celui qui prouve, même si il a bénéficié bien entendu de l'aide des États-Unis en termes de renseignement et en termes d'armement,
mais c'est celui qui prouve que la décision politique, la volonté politique et la volonté d'un peuple peut tout. Et je crois que l'Ukraine peut être un modèle pour les Européens, c'est-à-dire que ce pays dans l'urgence, alors que tout semblait perdu, alors que tout le monde disait que le pays était perdu en cas d'attaque russe, a non seulement résisté, mais a mis en échec Vladimir Poutine. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, la victoire qui se profile pour Poutine n'est pas une victoire militaire. Diplomatique, internationale. D'abord politique et diplomatique que lui tend le président Trump, qui lui-même va subir un échec diplomatique historique. Je referme la parenthèse. Mais on voit bien qu'un peuple avec des dirigeants politiques et avec une volonté politique peuvent très bien mettre en échec y compris les chiffres que Mathieu Hoc vient non pas de nous asséner, mais de nous diffuser. Je veux dire par là que mes chiffres ne sont rien par rapport à la volonté politique. Et que ce qui manque dans l'Union européenne, ce ne sont ni des moyens, ni des armements, ni des compétences militaires. C'est une unité politique autour des thèmes de la défense et c'est une volonté politique de bâtir une défense commune. Mais comment avoir une unité politique, avoir une unité politique avec des gouvernements aussi différents aussi dans l'Union européenne? Vous savez, nécessité fait loi souvent, Laurence. Et moi, j'ai l'impression que nous sommes arrivés à un moment où la nécessité peut faire la loi. Et je reste optimiste sur l'idée qu'à un moment ou un autre, l'Union européenne, lâchée par les États-Unis, devra prendre son destin en main. Sinon, nous aurons le destin des villes italiennes du XVe siècle, de la Renaissance, qui ont vécu de manière très confortable pendant des décennies, mais qui ont été à la fois rasées, annexées, assiégées par toutes les puissances, les grandes puissances de l'époque. Donc c'est pas le futur qu'on souhaite à l'Europe, et l'Europe doit absolument prendre son destin politique en main. Ça fait juste quelques décennies que des Européens convaincus comme moi le disent. On y est. On est peut-être au pied du mur. Pas le choix d'une unité politique, même si ça me semble un peu utopique ou pas, Mathieu Hoc. Alors, on voit quand même que moi, je serais d'accord avec une partie de ce qu'a dit Nicolas et en désaccord sur une autre partie. Quand il dit que le président de la République a, notamment en 2017, lorsqu'Emmanuel Macron arrive et qui formule le diagnostic sur la mort cérébrale de l'OTAN et sur le besoin d'une coopération accrue sur les sujets de défense au sein des pays européens, il avait vu juste, puisque aujourd'hui les différents les aléas politiques et notamment l'invasion russe en Ukraine lui donne raison dessus. Ensuite, après, là où je suis quand même en désaccord avec Nicolas, c'est que je reprendrai une phrase de Bismarck. Bismarck disait la diplomatie sans les armes, c'est comme la musique sans les instruments. C'est-à-dire qu'on peut décréter une position commune, mais si on n'a pas des moyens, notamment militaires et des moyens matériels pour faire pression, alors on rentre dans le schéma qu'indiquait Donald Trump. Si on n'a pas les cartes pour faire plier quelqu'un comme Vladimir Poutine qui poursuit son propre agenda politique, alors on n'arrivera pas à le faire plier. Donc c'est la loi du plus fort au-delà du droit international. Moi j'entends toujours le droit international sur tous les sujets, même sur la Palestine. Il faut quand même rappeler que le principe onusien cardinal, c'est un monde westphalien, c'est le principe d'anarchie internationale. Il n'y a pas de gouvernement mondial, il n'y a pas d'instance au-dessus des États pour imposer des prises de décision. Donc c'est malheureusement, on peut le constater que aujourd'hui, il y a pas de personne peut imposer à Vladimir Poutine une position, un changement de position pour forcer un changement de position de Vladimir Poutine en Ukraine. Il y a deux manières de faire. Soit il faut l'inciter à changer sa position. C'est ce que Donald Trump souhaitait faire, notamment sur l'accord, on se rappelle l'accord de répartition minière et énergétique au niveau de l'Ukraine. Ça n'a pas fonctionné parce que ce n'est pas suffisamment incitatif auprès de Vladimir Poutine. Soit c'est de le contraindre, et là de le contraindre par des sanctions effectivement économiques, par éventuellement des pressions militaires, mais pour le contraindre, encore faut-il avoir les instruments, comme disait Bismarck, pour pouvoir y parvenir. Or aujourd'hui, les pays européens seuls n'ont pas les instruments pour pouvoir parvenir à faire changer la position de Vladimir Poutine. C'est ça le vrai problème. Pour terminer quand même sur la rencontre de demain entre Zelensky et Trump, qui va forcément être scruté de très près. Trump, comme vous le dites, assez critiqué également aux États-Unis. D'ailleurs, il peut pas se permettre à une nouvelle scène d'humiliation, non? Comment vous voyez cette rencontre sans être dans la tête de Trump, vu que ça peut être assez compliqué, Nicolas Corato? Oui, vous avez raison. Donald Trump semble être très intéressé par sa figure qui restera dans l'histoire, et notamment, par exemple, par l'obtention du prix Nobel. Oui. Simplement, pour l'instant, Trump est en train d'entrer dans l'histoire comme celui qui aura lâché un peuple, le peuple ukrainien, qui s'est vaillamment battu pendant des mois contre un agresseur russe,
et qui aura lâché en rase campagne tout un peuple et tous les espoirs d'un peuple avec un gouvernement démocratiquement élu. C'est ça aujourd'hui le portrait qui est en train d'autoportrait qui est en train de laisser Monsieur Trump de lui-même dans les poubelles de l'histoire, comme on disait à l'époque. Donc oui, Monsieur Trump demain face à Monsieur Zelensky a un jeu très, je dirais très morbide à jouer, puisqu'on a bien compris que Monsieur Trump était prêt à tout lâcher. Et il va falloir qu'il explique qu'il n'en fait rien. Je pense que la communauté internationale regarde avec beaucoup d'attention cette rencontre et n'est pas dupe du jeu que joue Monsieur Trump. Et Vladimir Poutine regardera aussi, j'imagine, de très près cette rencontre. Mais bien sûr, et Donald Trump, lui, est prisonnier aussi de son électorat. C'est-à-dire qu'en fait, il doit montrer aux Américains qu'il agit et qu'il a agi pour la paix. Et ensuite, après, il va devoir mettre devant le fait accompli, en tout cas prendre à témoin son opinion publique sur la capacité qu'il a eue, la tentative qu'il a eue à effectivement réaliser la paix. Et il expliquera que c'est Zelensky et les Européens qui ont durci leur position, notamment mercredi dernier, en lui demandant d'obtenir un cessez-le-feu avant la négociation, que c'est ça qui a fait capoter le deal. Ça, je pense que ça va être le discours qu'il va pouvoir, entre guillemets, vendre aux Américains. Après, effectivement, je peux rejoindre ce que dit Nicolas Corato, c'est pas forcément très glorieux comme manière de faire, mais en tout cas, c'est ce qu'il pourrait faire. Et puis le deuxième point, je pense que c'est ça aussi le sujet, c'est pour Donald Trump, c'est en fait de réfléchir à la situation post-guerre en Ukraine, considérant que soit il arrive à obtenir un deal avec Vladimir Poutine et les Européens ensuite et les Ukrainiens s'en raccrocheront à ce deal-là, soit il ne parviendra pas à obtenir de deal et donc la guerre continuera et Poutine gagnera sa guerre avec la récupération effective des 4 oblasts qu'il a ciblés, etc. Et que donc de fait, il faut organiser déjà et penser déjà à l'après-conflit. Et Donald Trump, dans l'après-conflit, il a 2 sujets qui l'intéressent. Un, c'est un partenariat important économique avec la Russie pour pouvoir, on va dire, c'est son rêve, le désenclencher, et c'est ce qu'a dit Nicolas, la désarrimer de la Chine pour casser cet axe sino-russe. Et un deuxième sujet qui intéresse Donald Trump et qui intéresse les États-Unis en tant que tel, c'est le contrôle de l'Arctique et l'ère d'influence américaine dans la zone arctique. Avec la fonte des glaces, ce sont des routes commerciales qui sont importantes et qui vont être importantes entre l'Asie et l'Amérique. Il y aura peut-être un sujet aussi après de se partager entre la Russie et les États-Unis ce nouvel océan commercial. Voilà, à suivre. On en aura encore des choses à commenter avec vous. En tout cas, merci beaucoup Nicolas Corato. Merci, on se retrouve dimanche prochain et merci Mathieu.